L'incident de Roswell est bien connu. Ce n'est pas surprenant que tu en aies entendu parler. Cette affaire est considérée comme celle qui a donné naissance à l'ufologie moderne. C'est une affaire sur laquelle tu as probablement déjà vu quelques documentaires. Au fil du temps, elle a été excessivement débattue, analysée et ridiculisée. Sans compter qu'à un moment donné, tu es sûrement tombé sur la fameuse autopsie, celle d'un des soi-disant extraterrestres capturés là-bas. Roswell a été et continue d'être mentionné dans diverses séries, et il est indéniable que la culture populaire a été bouleversée par l'onde de choc de cet accident, survenu il y a presque 80 ans. Cependant, beaucoup soutiennent que l'affaire disparaît lentement du radar historique. Il existe de nombreux rapports d'amateurs qui révèlent des données pour le moins curieuses, de véritables archives, des témoignages précieux et des preuves qui pourraient être accablantes ont cessé d'être diffusées. Les objets ont-ils été perdus par négligence ou ciblés par des attentats? Il existe une croyance largement répandue parmi les adeptes des théories du complot, selon laquelle quelqu'un fait tout son possible pour qu'avec le temps, plus personne ne parle de cela. Et ce ne serait pas la première fois que cela arrive, mais ne nous avançons pas. Pourquoi ce qui s'est passé au Nouveau-Mexique à la fin des années 40 a-t-il été si emblématique? Quel rôle important le contexte de cette ville à cette époque précise a-t-il joué? Que s'est-il passé entre la date à laquelle tout a commencé et 1978, lorsque l'affaire est devenue populaire? À quoi étaient dues ces années de silence étrange et suspect? Y a-t-il eu des hommes en noir qui intimidaient ceux qui en savèrent le plus? Qu'est-ce que le projet Mogul? Et pourquoi les États-Unis l'ont-ils utilisé comme explication et probablement comme écran de fumée? Les Russes ont-ils été impliqués dans cet événement? De quoi parle cette théorie farfelue qui relie tout à Mengele? Qu'a dit, ces dernières années, la personne derrière l'enregistrement de la fameuse autopsie? Une infirmière a affirmé avoir parlé avec les extraterrestres impliqués dans un événement lié à une rencontre extraterrestre. Pour répondre à ces questions, et à d'autres, nous allons déclassifier certains souvenirs d'autrefois. Comme toujours, l'idée n'est pas de tirer des conclusions, mais de présenter certains faits de la manière la plus objective possible, afin que ce soit vous qui choisissiez. Quelle position adopter sur l'incident OVNI le plus controversé de l'histoire? Prêt? Bien, aujourd'hui, la vérité n'est pas là dehors. Aujourd'hui, la vérité est ici. Bienvenue dans l'affaire Roswell. Il y a un mois, nous avons commencé à envisager de faire des émissions spéciales sur des sujets classiques. On croit parfois avoir épuisé ces sujets, maintes fois abordés. Mais nous avons découvert qu'en cherchant inlassablement, on trouve toujours une information surprenante. Et avec une nouvelle façon de comprendre le cas en question. Nous avons déjà fait des vidéos sur des cas paranormaux comme Amityville et les Warren, ainsi que sur des événements historiques comme Columbine. Et sur l'origine de cryptides comme le Grand Pied, Nessie, l'Homme Phalène et d'autres. Si vous aimez ces émissions spéciales, laissez un commentaire pour en demander plus et partagez vos recommandations. Nous lisons vos messages. Commençons. Ça n'a jamais été un endroit. Il est impossible de comprendre certaines choses sans approfondir tout le contexte de la situation. La Seconde Guerre mondiale s'est achevée en 1945, laissant non seulement un monde dévasté, mais aussi toute l'humanité souffrant des assauts d'une énorme paranoïa. Le conflit armé semblait dépassé, mais la paix apparente avait été obtenue par une démonstration brutale de puissance. Les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki représentaient la nouvelle terreur pour tous ceux qui suivaient les nouvelles en se rongeant les ongles, sans savoir à quel moment. La situation risquait de dégénérer entre les plus grandes puissances mondiales. 2 ans plus tard, les choses n'avaient guère évolué, bien que la guerre froide, à peine entamée, était loin de son paroxysme. La notion du grand bouton rouge s'était déjà installée dans l'air, ce bouton redouté, un peu métaphorique et un peu réel, qui pouvait nous effacer de l'univers. Les courants artistiques commençaient déjà à explorer ce monde d'après-guerre mentalement altéré. Les nouvelles peurs étaient liées à l'avancée militaire. L'homme se sentait seul et vulnérable, plus conscient que jamais de la facilité avec laquelle il pouvait être balayé de l'existence. Et cette crise, bien sûr, avait diverses façons de se manifester. Roswell, une ville du comté de Chavez, dans l'État américain du Nouveau-Mexique, avait embrassé le patriotisme de toutes ses forces. Plus tard, Roswell grandirait, aurait sa propre université et serait le lieu de naissance de certaines célébrités comme Demi Moore et Austin Sanchon, connu pour avoir été le premier Power Ranger rouge. Cependant, le Roswell de 1947 était un endroit très différent. Beaucoup de ces kilomètres carrés étaient encore ruraux, et là-bas, les gens menaient une routine attachée à de fortes valeurs traditionnelles. La raison?
À seulement 70 km de Roswell se trouve l'endroit où ont eu lieu les premiers essais nucléaires. Oui, Roswell était directement lié au nouveau paradigme qui régissait la réalité. Et ce n'est pas tout. Sur la base aérienne de Roswell était stationné le 509e escadron de bombardiers. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cet escadron était chargé de larguer sur le Japon les terribles bombes qui continuaient à terroriser tout le monde, tout simplement. À cette époque, Roswell était fortement influencé par l'armée. Un témoin silencieux d'une époque troublée, là où les avions ne cessaient de décoller et où de sombres manœuvres étaient menées dans le désert, loin des regards des civils. Les habitants de Roswell savaient qu'ils ne devaient pas se mêler de ce qui ne les regardait pas. Ils croyaient que les États-Unis faisaient tout leur possible pour sauver le monde et pensaient que la moindre des choses était de ne pas s'immiscer dans les plans. Mais un jour, les ennuis sont arrivés à Roswell. Pour être plus clair, les ennuis semblaient tomber du ciel. Avec le temps, l'idée s'est répandue que la veille du jour où le chaos a éclaté dans cette région. Il y avait eu une terrible tempête avec de forts vents, des tonnerres assourdissants et un déluge qui aurait même détruit plusieurs plantations. D'après ce que l'on sait aujourd'hui, il est vrai que la région a été frappée par des intempéries. Mais cela s'est produit quelques semaines avant que Mac Brazel ne bouleverse définitivement la tranquillité de l'endroit, Mac Brazel. Il était le contremaître de ce que l'on appelait le Ranch Foster, un endroit situé près de Corona. Pendant les nuits de pluie, Brazel s'occupait de mettre les animaux dont il avait la charge à l'abri, toujours sans grand contretemps. Déjà habitué à toutes ces tâches qui étaient propres à quelqu'un vivant dans une zone rurale. Cependant, des semaines avant son arrestation par la police, Brazel avait vu quelque chose en attachant les chevaux, comme on l'a appris plus tard. Une sorte d'éclair a été aperçu à l'horizon, tandis qu'un bruit sourd, semblable à une explosion, est parvenu jusqu'à lui. L'affaire a attiré son attention, mais il a rapidement supposé qu'il avait vu un éclair tomber. D'autres urgences n'ont pas tardé à occuper ses pensées, et Mac Brazel a oublié l'affaire. Tôt ou tard, le soleil est réapparu et le sujet est retourné à ses tâches habituelles, du moins pour un temps. Le 2 juillet, Brazel a observé ses moutons emprunter un chemin qui n'était pas le leur habituel. Pour la plupart, cela aurait été un détail insignifiant. Mais Brazel connaissait ses animaux et savait que les moutons étaient très précis quant à l'itinéraire qu'ils suivaient chaque matin. Il décida donc de découvrir la raison de ce détour inattendu. Il gravit une sorte de colline et c'est alors qu'il les vit. C'étaient des débris et ce qui semblait être des restes métalliques. À ce moment-là, Brazel, conscient de la base déjà mentionnée de Roswell, supposa la chose la plus logique. Qu'un avion ou une fusée avait perdu le contrôle pendant la tempête et avait percuté à cet endroit pour finir par s'écraser plus loin. De sa position, Brazel n'a pas pu voir l'emplacement de l'impact final. Les rochers formaient un paysage sinueux avec plusieurs recoins. L'homme songea à s'aventurer dans le désert pour assouvir ses doutes, mais après réflexion, il jugea que partir seul n'était pas judicieux. Ce qu'il fit, en revanche, ce fut de ramasser quelques morceaux de ce matériau curieux. Si Mac Brazel avait eu plus de ressources, il aurait pu passer un appel depuis chez lui ce même après-midi. Mais il n'avait pas de téléphone et sa maison était loin de toute autre habitation. C'est pourquoi il a fallu quelques jours avant qu'il puisse montrer sa découverte. Il l'a fait lorsqu'il s'est rendu en ville pour chercher des provisions. Après avoir fini son travail, il s'est accoudé au comptoir d'un bar local et a discuté avec le propriétaire des lieux, qu'il connaissait de visites précédentes. Le propriétaire du bar a reconnu que le matériau n'était pas conventionnel, mais il a refusé l'invitation de Brazel à l'accompagner pour aller voir ce qui s'était écrasé. D'un ton sérieux, il lui a dit que l'affaire méritait de l'urgence. Cela a alerté Brazel, qui jusqu'à ce moment-là n'avait pas réalisé que quelqu'un pouvait être blessé et avoir besoin d'aide. Les deux hommes ont convenu que le pharmacien, reconnu pour sa culture et sa réflexion, était la personne idéale pour les aider à décider de la marche à suivre. La déception de Brazel fut immense lorsqu'il découvrit que le pharmacien n'était pas en ville. Cependant, sa femme écouta ce qu'il avait à raconter et fut d'accord sur le fait que cela devait être signalé. Rapidement, l'affaire avait pris une ampleur surprenante, et Brazel, aussi alarmé que confus, décida d'agir et de collaborer afin que l'on puisse rapidement découvrir ce qui s'était passé à quelques kilomètres de son ranch. Ou est-ce là l'une des versions? Une autre version dit que Brazel n'était pas aussi désorienté face à sa découverte. Il existe des preuves qui corroboreraient que quelqu'un avait suggéré à Brazel lui-même que ce qu'il avait entre les mains étaient les débris d'une soucoupe volante. Et pas seulement cela, apparemment, cette même personne aurait dit au contremaître que remettre le matériel pourrait lui rapporter quelques billets.
Et en fait, seulement un mois avant que tout ce qui concerne l'affaire Roswell ne bouleverse le monde, un phénomène tout aussi marquant s'était produit. Ce qui a été connu comme la première observation d'OVNI aux États-Unis. Parlons un peu de Kenneth Arnold, celui des soucoupes. Né en 1915, Kenneth Arnold était un pilote privé de Boise, dans l'Idaho. Et il est reconnu pour avoir été le protagoniste d'un événement mémorable, survenu le 24 juin 1947, c'est-à-dire à peine 3 semaines avant celui dont. Eh bien, Brazel est tombé sur ce matériau peu conventionnel, qui allait devenir un vrai casse-tête pour lui. À la date mentionnée, Arnold a affirmé avoir vu 9 objets inhabituels volant en formation près du mont Rainier, dans l'État de Washington, alors qu'il cherchait un avion militaire disparu à bord d'un Kohler. Il a décrit les objets comme extrêmement brillants et très rapides, capables d'effectuer des manœuvres impossibles pour la technologie terrestre connue à ce jour. Après son observation, Arnold a atterri à Yakima, Washington, où il a fait un rapport de routine aux représentants de l'administration de l'aéronautique civile. Malgré sa connaissance du protocole de non-divulgation d'informations sensibles, la situation l'avait tellement bouleversé que, sur le chemin du retour chez lui, il a raconté une expérience inexplicable à un groupe de personnes. Le destin a voulu que parmi ses auditeurs, il y ait un journaliste qui a immédiatement voulu en savoir plus et plus. Enthousiasmé, Arnold entra dans les détails et proclama une phrase qui le rendrait célèbre. Je cite textuellement. « Les objets volaient de façon erratique, comme une assiette lancée sur l'eau. » De ce témoignage naîtra le terme « soucoupe volante », même si Arnold se plaindra toujours d'avoir été mal interprété. D'après lui, sa description ultérieure se référait plus au mouvement des objets qu'à leur forme. D'une manière ou d'une autre, ces mots finirent immortalisés dans un article de presse qui laissa tout le monde bouche bée. Une boule de neige commençait à rouler et en quelques jours, elle prendrait des proportions énormes. Et non, ce n'est pas une exagération. Bien que le United States Air Force ait toujours considéré l'affaire d'Arnold comme un mirage, d'autres rapports concernant des objets similaires ont commencé à arriver. Dans différents États et dans différentes circonstances, des personnes de tous horizons et de diverses professions s'accordaient à dire que quelque chose rôdait dans le ciel, quelque chose qui n'était pas de ce monde. Avec le temps, Arnold deviendrait une célébrité mineure liée à la fièvre extraterrestre. Il a rencontré d'autres témoins, a diffusé des histoires et des théories, a mené ses propres enquêtes et a suivi de près divers cas de personnes ayant été en contact. En 1977, il a assisté au premier congrès international sur les ovnis à Chicago, mais à ce moment-là, on pouvait le voir quelque peu désenchanté. Il dirait, devant un large public, qu'avec le passage des décennies, le sujet des ovnis avait été largement galvaudé par des personnes sans intérêt réel. D'arriver à des réponses profondes. Cela, ainsi que la prolifération des imposteurs, avait entamé son enthousiasme initial. Mais pour l'instant, il nous suffit de savoir que pour la première semaine de juillet 1947, des centaines de rapports parlant de soucoupes volantes avaient été publiés. Les journaux les plus radicaux spéculaient sur une possible origine soviétique de ces engins, et une récompense importante fut offerte à quiconque pourrait fournir des informations précieuses. Selon les croyances actuelles, quelqu'un aurait mentionné cette récompense à Brazel, qui avait une certaine ambition. Il a contacté le shérif du comté, George Wilcox. Informé de l'incident, Wilcox a ensuite contacté la base aérienne de l'armée. Ils ont désigné le major Jesse Marcel pour s'occuper de l'urgence. Jesse Marcel était un officier du renseignement, il avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et faisait partie du fameux 509e escadron de bombardiers tactiques. Il était difficile de trouver quelqu'un de plus qualifié pour mener l'enquête. Quelques jours plus tard, l'homme se rendait en voiture au ranch de Brazel. Ce qui s'est passé à partir de là allait façonner une histoire qui, avec le temps, serait remplie de contradictions et d'ombres très sombres. Qui Jesse a-t-il trouvé? Jesse, Marcel et l'agent du contre-espionnage Sheridan Cabot se sont rendus sur le terrain où le contremaître avait récupéré le mystérieux matériau. Ils n'ont apparemment pas mis longtemps à trouver les débris d'un accident. Bien qu'ils aient effectué un examen qui n'a pas duré longtemps, ils ont été concis dans leurs conclusions. Ils ont alors communiqué par radio avec la base de Roswell et ont immédiatement ordonné que personne ne s'approche sans autorisation. Que se passait-il? Marcel et Cabot étaient arrivés sur les lieux dans 2 voitures. Ils les ont rapidement chargés au maximum avec le matériel récupéré des débris de la collision.
Ensuite, ils ont frappé aux portes du Ranch Foster et ont demandé à y passer la nuit, prétextant que la tombée du soir les avait pris par surprise. Et ils ne voulaient pas s'aventurer avec leur véhicule sur ces routes si peu familières pour eux. Brazel ne put s'empêcher de poser quelques questions, mais il n'obtint que des réponses évasives de la part des autres qui, loin d'offrir une récompense, commencèrent à le traiter avec froideur. Le lendemain, à l'aube, la zone de l'accident grouillait déjà de personnel militaire. Brazel apprit à ce moment-là que même lui n'avait pas le droit de s'approcher au-delà des limites que les militaires avaient établies sur sa propriété. L'homme vit, à la fois indigné et perplexe, comment plusieurs camions étaient chargés de caisses en bois. Après avoir clairement expliqué ce qui devait se passer et les règles à suivre, Jesse Mercer quitta les lieux sur ordre supposé de ses supérieurs qui avaient besoin de lui ailleurs. Comme il avait encore la voiture avec certains des fragments de l'accident, ceux-ci furent finalement vus par sa femme et son fils. Le 8 juillet 1947, l'officier de presse de la base militaire a communiqué officiellement et sans détour que les débris d'une soucoupe volante avaient été récupérés. Le grand public ne savait pas comment réagir à cela. Moins de 10 ans auparavant, en 1938, l'acteur et réalisateur de cinéma Orson Welles avait donné vie à une émission de radio mythique basée sur le livre La guerre des mondes. Dans cette émission, l'arrivée des extraterrestres dans une ferme américaine avait été dramatisée à travers une pluie de météorites. Tout a été présenté comme une série de faux bulletins d'information, et nombreux sont ceux qui ont cédé à la panique, et certains sont même allés jusqu'à faire leurs valises pour tenter de s'éloigner des soi-disant zones à risque. Est-ce que ce qui était publié dans les journaux était une autre blague de ce genre? Est-ce que quelqu'un se moquait d'eux? Les heures ont passé et le titre était toujours là. Tout le monde a retenu son souffle, tandis que d'autres médias du pays reproduisaient le reportage tout aussi stupéfait. Des dizaines de journalistes ont été envoyés à Roswell avec pour mission de rapporter des informations fraîches sur cet événement. Le lendemain, le 9 juillet, la petite ville s'est réveillée remplie d'hommes et de femmes qui allaient et venaient avec leurs bloc-notes. Cependant, avant même qu'une seule question ne puisse être posée, les militaires sont intervenus. Sans se presser mais sans s'arrêter, la situation devenait de plus en plus confuse. 30 ans, silence. Le général Rémy était responsable de l'armée de l'air dans la région, et dans un communiqué direct et bref, il déclara que tout cela n'était qu'un malentendu. Ce qu'ils entendent? L'homme rassembla tous les curieux qui traînaient dans la zone et leur assura que ce qui était tombé et avait été récupéré dans le désert du Nouveau-Mexique n'était qu'un simple ballon. Un ballon-sonde météorologique. La déception était palpable chez les personnes présentes. Dans une mise en scène bien répétée, des militaires et même Jesse Marcel lui-même ont montré ce qui avait été trouvé. Il s'agissait de quelques baguettes et de quelque chose ressemblant à du papier aluminium. Les professionnels ont posé en souriant devant les débris et les journalistes sont retournés dans leurs différentes rédactions, avec un goût amer et une anecdote plutôt dépourvue de cette substance dont sont faites les bonnes nouvelles. Cette nuit-là, Roswell sembla redevenir l'endroit tranquille de toujours, du moins en apparence. En réalité, de nombreuses familles furent visitées cette nuit-là et durant les semaines suivantes. Ces visites étaient effectuées par des hommes en costume ou par des militaires. D'une manière ou d'une autre, l'intention était la même. D'un ton posé et confidentiel, ils disaient à leurs interlocuteurs qu'ils devaient oublier l'affaire du ballon météorologique. Certains ont timidement voulu insister sur le fait que les photos qui avaient été montrées ne correspondaient pas au matériel qu'ils avaient réellement vu, grâce à Brazel ou Jesse Marcel. Selon ce qui a filtré, les fragments de métal originaux étaient de couleur rose ou marron clair et portaient des inscriptions indéchiffrables, bien que les propriétés de ce matériau étaient encore plus indéchiffrables. Il y avait de fines feuilles qui ne pouvaient ni être déchirées ni chauffées au feu. De plus, on pouvait les froisser en boule dans la main et en les relâchant, elles reprenaient leur forme originale, sans montrer aucun pli ni aucune ride. Mac Brazel insista tellement sur ce point qu'il fut détenu plusieurs jours sur la base. Après sa sortie, il répétait mécaniquement qu'il s'était trompé, son témoignage semblant peu authentique. Son regard avait changé, le rendant encore plus ermite qu'auparavant. Il est décédé dans les années 60 avant que l'affaire ne ressurgisse en portant de précieux détails. Rappelons maintenant quelque chose que nous avons déjà mentionné. Être une ville quasi militaire avait appris aux habitants de Roswell à respecter les institutions. Le contexte politique et social leur donnait un sentiment constant de danger imminent, si bien que personne n'a cherché à en savoir plus. Si les personnes au pouvoir disaient qu'il valait mieux oublier l'affaire, le mieux était de leur obéir. Si elles disaient que ce qui s'était passé dans le désert n'était qu'une rumeur, alors c'en était une. Même s'ils étaient convaincus que les photos du ballon n'avaient rien à voir avec ce que Bracer avait trouvé.
Le fait qu'un épisode similaire à Entry Falls ait été décrit quelques jours plus tard a contribué à faire disparaître l'histoire de la soucoupe volante. Lorsque l'on a découvert que celui-ci avait été provoqué par 4 adolescents ennuyés, un voile de scepticisme a tout recouvert. Ainsi, Roswell est tombé dans l'oubli pendant longtemps. 30 ans, pour être précis, pendant lesquels on n'en a plus parlé, et il est tombé dans l'oubli. Ensuite, les dynamiques historiques ont apporté de nouveaux paradigmes. Sans aller plus loin, après l'assassinat de John F. Kennedy en 1963, et avec le scandale du Watergate, la confiance dans le gouvernement américain a diminué et l'acceptation des théories du complot s'est généralisée. À cette époque, les ufologues ont accusé le gouvernement d'un Watergate cosmique. Était-ce l'âge d'or de l'ufologie, la période idéale pour ouvrir de vieux dossiers? Peu à peu, l'incident de 1947 a été réinterprété pour s'adapter à la nouvelle perspective du public. Roswell a commencé à renaître de ses cendres. Et en 1977, le physicien nucléaire Stanton Friedman a repris les vieilles pistes qui avaient été oubliées. Ce que son travail a révélé serait la base sur laquelle la légende serait construite, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. L'affaire est ouverte. Stanton Friedman s'est empressé de retrouver Jesse Marcel en priorité. C'était en 1978, et lors d'une interview emblématique, Marcel a assuré que l'explication du ballon météo donné lors de la conférence de presse n'était qu'un écran de fumée. L'homme s'est même montré offensé par la façon dont on avait terni sa réputation. Un homme expérimenté comme lui n'aurait jamais confondu un ballon météo avec autre chose. Sachant qu'il était davantage soutenu, Marcel s'est montré coopératif avec les enquêtes alternatives qui ont commencé à émerger, ce qui l'a placé au centre de l'attention. Profitait-il de sa célébrité éphémère pour réaliser un documentaire? Cherchait-il à tirer profit économiquement d'une histoire fictive? Ou bien, après 3 décennies, pouvait-il enfin dire les choses qu'on ne lui avait jamais permis de dire? À ce moment, les eaux se sont ouvertes. Les enfants de Marcel ont aussi témoigné sans se contredire. Il y a quelques années, dans le passé, leur père leur avait montré un matériau unique en son genre, quelque chose qui ne semblait pas fabriqué par des humains. Lorsqu'il est devenu évident que le public ne considérait pas Marcel comme un fou et que l'affaire prenait une tournure publique, d'autres personnes se sont jointes à l'Odyssée pour démasquer la supercherie. Des hommes et des femmes qui, dans les années 40, étaient enfants, se sont souvenus des visites de ces antipathiques hommes en noir qui les avaient menacés de mort. S'ils venaient à trop parler. Les histoires étaient accablantes par leur similitude, tout comme elles semblaient toutes incomplètes. Beaucoup de prétendus témoins directs étaient déjà décédés et il était impossible de ne pas combler certaines lacunes sans faire appel à l'imagination. Et il s'est aussi passé autre chose. Progressivement, l'attention s'est déplacée des débris d'un supposé vaisseau spatial écrasé vers un autre élément qui allait devenir clé et pierre angulaire de l'incident. Roswell. Quel est cet élément exact? Les membres d'équipage du vaisseau? L'une après l'autre, les voix ont commencé à s'accumuler, affirmant fièrement qu'elles avaient pu voir quelque chose de plus qu'un métal difficile à classer. Dans les débris de l'accident, des indices sur les pilotes présumés de l'objet volant non identifié ont également été trouvés. Il s'est avéré que des personnes qui n'avaient aucun contact entre elles ont donné des descriptions étrangement similaires. Il se trouve que, par simple hasard, un groupe d'individus a pu voir le site de l'impact juste avant l'arrivée des militaires. La famille Anderson en route vers Socorro passait par Roswell. Un groupe de garçons qui se promenaient à vélo et un groupe d'étudiants en archéologie qui examinaient un site d'installation indigène. Pour les uns comme pour les autres, le paysage était le même. Un objet de 8 ou 9 mètres de diamètre était incrusté dans la pente, presque coupé en deux. Le plus terrible, c'était qu'il y avait de petits corps étendus tout autour. On voyait bien qu'il s'agissait d'êtres qui étaient morts ou gravement blessés. À un moment donné, ils ont aperçu une nouvelle silhouette. Contrairement aux autres, celle-ci était debout. Elle semblait étourdie et on voyait bien qu'elle ne savait pas comment aider ses compagnons. Les descriptions parlent d'êtres ne mesurant pas plus d'1,20 m, vêtus d'une combinaison moulante d'une seule pièce. Leurs traits étaient des plus impressionnants, une grosse tête, d'énormes yeux et l'absence de nez ou d'oreilles, tels que nous les connaissons. Leurs doigts étaient longs et fins. Avant que les témoins ne puissent se mettre d'accord sur la façon d'agir, un convoi de véhicules camouflés avait encerclé la scène et les avait éloignés. Non sans avoir pris leurs coordonnées personnelles et en leur annonçant une prochaine visite qui, comme nous l'avons vu, aurait lieu dans les heures suivantes. Cette nouvelle information promettait de tout bouleverser.
Pour publier, Friedman a sollicité l'aide de son ami d'enfance et auteur William Bill Moore, qui a contacté le célèbre auteur spécialisé dans le paranormal, Charles Berlitz. De ce trio naîtrait le premier livre sur l'affaire Roswell, un ouvrage des plus controversés, qui ne tarderait pas à devenir un véritable succès littéraire. Cependant, pour approfondir les coulisses de la façon dont l'incident a marqué la culture populaire, faisons un tour d'horizon sur qui étaient ces auteurs. Y a-t-il des détails dans leur biographie qui sont essentiels pour cette histoire? Le premier livre? Charles Berlitz est né à New York le 20 novembre 1914. Il était polyglotte et petit-fils du fondateur des académies d'enseignement des langues, les Berlitz Language Schools. Dans sa jeunesse, il a travaillé dans l'entreprise familiale et participé à la rédaction de cours de langue. Il a ensuite été diplômé avec mention de l'université de Yale et a passé 13 ans dans l'armée des États-Unis, principalement dans la branche du renseignement. Son avenir dans ce domaine était très prometteur. Cependant, Charles s'était fait connaître pour d'autres raisons. Ses années de contact avec des militaires l'avaient rapproché de diverses histoires, dont beaucoup étaient étranges. Charles s'est rapidement obsédé par ces récits et s'est consacré à l'écriture de vulgarisation. Ses livres sur les phénomènes paranormaux ont été bien accueillis dès le début. Mais ce n'est qu'en 1974 que Charles deviendrait véritablement un auteur culte, en lançant une œuvre qui allait se vendre à pas moins de 20 millions d'exemplaires. Comment s'appelle le livre Le Triangle des Bermudes? Oui, Charles fut l'un des premiers à écrire sur les disparitions de bateaux et d'avions dans une certaine zone du planisphère. À partir de ce moment-là, il s'est attiré l'antipathie de nombreux autres chercheurs, qui l'ont qualifié d'écrivain purement sensationnaliste, profitant simplement de l'engouement du public pour un sujet peu sérieux. En fait, selon ses détracteurs, Charles Berlitz a écrit Le Triangle des Bermudes à un moment optimal, au début des années 1970. Le Suisse Erich von Däniken avait déjà préparé le terrain avec sa saga sur les astronautes extraterrestres qui auraient visité la Terre dans l'Antiquité. Spielberg avait fait de même avec Rencontre du troisième type. Le spectateur moyen était avide de ces thématiques, et Charles savait comment leur donner ce qu'il voulait. Plus tard, avec Moore, il avait écrit sur l'expérience de Philadelphie et le duo. Comme nous l'avons dit, il coïnciderait dans la première ébauche littéraire de tout ce qui s'est passé en 1947. Créditant Friedman uniquement comme chercheur, Moore et Berlitz ont coécrit le livre de 1980, L'incident de Roswell. Celui-ci a popularisé le récit de Marcel et a ajouté la prétendue découverte de corps extraterrestres. Friedman, Berlitz et Moore ont également relié le récit de Marcel à une déclaration antérieure de Lydia Sleepy, ancienne opératrice de téléimprimeur à la station de radio KOAT à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Sleepy a assuré qu'elle écrivait une histoire sur les débris d'une soucoupe écrasée, selon les indications du journaliste Johnny McBoyle, jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par un message entrant lui ordonnant de mettre fin aux communications. Cela a alimenté l'idée d'une conspiration orchestrée depuis les plus hautes sphères. La popularité de Burleigh a grandi auprès des croyants, tout comme celle de Moore. L'écrivain a affirmé qu'une prétendue organisation lui remettait des documents gouvernementaux déclassifiés dans lesquels des militaires de tout type et de tout grade admettaient leur rôle dans une dissimulation à grande échelle. Selon lui, cette organisation opérait sous le nom de code Majestic 12 et elle aurait été formée en 1947 par un ordre exécutif du président Harry S. Truman dans le but de faciliter la récupération et l'étude de vaisseaux extraterrestres écrasés sur Terre. Il convient de souligner que toutes les personnes ayant reçu des documents du Majestic 12 avaient Bill Moore comme dénominateur commun. Pendant ce temps, certains nient l'existence du Majestic 12. C'était une création visant à fournir un cadre formel à certaines enquêtes. Beaucoup d'autres soulignent que le projet pourrait encore être en activité, coordonnant les rencontres et alliances entre des êtres de l'espace et des représentants terrestres. À l'époque, lorsque ces idées ont été partagées pour la première fois, cela a provoqué des remous dans les médias traditionnels, qui ne parlaient généralement pas de soucoupes volantes. Ainsi, les extraterrestres ont fait leur apparition dans les émissions en prime time. À ce terreau fertile, qui a favorisé la croissance de Roswell en tant qu'événement clé des théories du complot, s'est ajoutée la présence d'un autre individu qui a contribué à donner un nouvel élan au phénomène. Nous parlons d'un certain Bob Lazar, le technicien de la zone 51. Robert Scott Lazar est né en Floride en 1959 et il a acquis une renommée mondiale à partir de 1989. Lorsqu'il a déclaré avoir travaillé comme physicien dans une zone militaire nommée S4, près de Groom Lake, Nevada.
Selon Lazar, les installations de S-4 étaient utilisées comme un site militaire isolé et caché. Pour l'étude de l'ingénierie inverse sur des vaisseaux extraterrestres, Lazar affirme avoir vu 9 soucoupes volantes différentes pendant son séjour là-bas. Ces tâches auraient consisté en des recherches scientifiques sur le système de propulsion de ces engins. Il a d'abord cru voir des avions secrets terrestres, selon lui. Ce n'est qu'avec le temps et à cause des tâches qui lui ont été confiées qu'il a conclu que cela n'avait pas de sens. Il se trouvait face à des vaisseaux extraterrestres. L'un d'eux était peut-être celui qui s'était écrasé à Roswell. Selon Lazar, il a participé à des réunions d'information où on lui a raconté que les extraterrestres étaient en relation avec la Terre depuis 10 000 ans. Il avait même appris que les êtres extraterrestres proviennent du système binaire d'étoiles Zeta Reticuli. Lazar. Il est passé chez plusieurs intervieweurs, répétant toujours la même histoire. Aujourd'hui, le sujet travaille chez United Nuclear, une entreprise de fourniture basée à Leesburg, Michigan. Cette entreprise vend divers matériaux, dont des minéraux, substances radioactives, aimants, curiosités comme l'aérogel et différents produits chimiques. United Nuclear affirme avoir plus de 300 000 clients satisfaits, y compris des organismes publics, des écoles et des scientifiques. Malgré un long historique de problèmes juridiques liés à la mauvaise gestion de substances dangereuses, l'entreprise reste amateur. Et pas seulement ça. En 1990, Lazar a été arrêté pour avoir aidé et encouragé un réseau de prostitution. Et les 2 universités dont il affirme avoir obtenu des diplômes n'ont aucune trace de lui. De même, Lazar n'a jamais pu présenter le moindre document prouvant qu'il a travaillé pour le gouvernement américain. Le consensus parmi les sceptiques est qu'il s'agit d'un mythomane et d'un fabulateur. Cependant, beaucoup pensent qu'il pourrait être une source clé pour savoir ce qui est arrivé au vaisseau qui aurait été récupéré à Roswell. Voyant que le sujet restait brûlant et loin de s'éteindre, Stanton Friedman publia en 1992 Crash à Corona, en co-auteur avec Don Berlino. Le livre a introduit de nouveaux témoins et a élargi le récit de Roswell. Selon ces pages, l'incident aurait impliqué 2 vaisseaux et 8 extraterrestres au total. Il était évident que la situation devenait incontrôlable. En 1994, à l'approche du 50e anniversaire de l'épisode, le gouvernement américain a décidé de déclassifier certains documents et de raconter sa version des faits. Ils ont avoué avoir menti sur le ballon météorologique. La question restait, pourquoi? Qu'est-ce qui les avait poussés à mentir? Avaient-ils trouvé un vaisseau spatial? Comme on l'avait toujours dit, non, la réponse était moins spectaculaire. Tout cela faisait, selon eux, partie de quelque chose appelé le projet Mogul. Le projet. À la fin des années 1940, l'Union des républiques socialistes soviétiques n'avait pas encore fait exploser sa première bombe atomique, mais il était clair qu'ils y parviendraient sous peu. Comme le territoire soviétique était immense et que les États-Unis n'avaient pas encore créé d'avions espions à long rayon d'action, comme l'U-2, et encore moins de satellites espions, il a fallu improviser avec la technologie déjà disponible. C'est ainsi qu'est né en 1947 le projet Mogul. Le projet utilisait des ballons à haute altitude pour collecter des données sur les tests nucléaires soviétiques, en écoutant le son des explosions. Comme l'espionnage de ce projet reposait sur le son. Les ballons recueillaient des données de la couche située dans la troposphère et la stratosphère, car celle-ci agit comme un conducteur acoustique à l'échelle planétaire. Donc, si les Soviétiques réussissaient à faire exploser une bombe atomique, on pourrait l'entendre de partout dans le monde. Les ballons étaient équipés de panneaux, de réflecteurs d'ondes radar pour faciliter leur suivi et étaient lancés depuis Alamogordo, à 160 km de Roswell. La conception s'est avérée utile pour d'autres objectifs de nature scientifique, et les ballons Mogul ont également été utilisés pour des expériences liées aux rayons cosmiques. Les données déclassifiées du projet Mogul semblaient confirmer que l'objet mystérieux qui s'était écrasé près de Roswell. Le 2 juillet 1947, il s'agissait du ballon Mogul numéro 4 qui avait été lancé le 4 juin 1947. On suppose que c'est l'excès de secret entourant ce projet qui a provoqué la série de dissimulations et de contradictions qui auraient conduit au célèbre incident OVNI. Mais comment expliquer la question des corps? Pour cela, il y a eu 2 théories. La première indiquait que beaucoup de ces ballons transportèrent des mannequins à l'intérieur, des poupées d'essai destinées à analyser l'effet sur d'éventuels soldats embarqués dans ce ballon. Une autre théorie parle de ballons pilotés par des personnes de petite taille. Est-ce que cela avait du sens? Alors, le gouvernement avait tout couvert pour cacher qu'ils espionnaient l'Union soviétique.
L'explication, bien que démystifiant les ovnis, semblait convaincante à plusieurs niveaux. Le fait que le projet Amogul ait été ultra secret expliquait pourquoi des aviateurs expérimentés n'avaient pas reconnu ce qu'ils avaient vu. Cependant, beaucoup ont regardé cette version avec méfiance. Bien qu'elle apportait une justification logique au comportement des autorités, elle ne collait pas tout à fait avec la grande quantité de témoignages recueillis. Est-ce que tout le monde avait menti, poussé par une panique collective ou le désir de 15 minutes de célébrité? Est-ce que tout pouvait se résumer à cela? Les années 90 semblaient mettre l'affaire Roswell au pied du mur. Mais alors que son dossier était sur le point d'être enfermé à double tour pour ne plus jamais être ouvert, un film a vu le jour. Il s'agissait d'un prétendu documentaire dans lequel on voyait l'autopsie de l'un des extraterrestres récupérés lors de l'accident. En 1995, l'homme d'affaires britannique Ray Santilli a affirmé posséder des images d'une autopsie extraterrestre filmée après l'accident de Roswell en 1947, achetée à un vieux caméraman de l'armée de l'air. Les images ont été diffusées à la télévision internationale. Plus de 20 millions de téléspectateurs ont vu la prétendue autopsie. Fox a diffusé l'émission juste avant et l'a implicitement liée aux X-Files, qui ont ensuite parodié le film. Les images ont également été diffusées sur Channel 4 au Royaume-Uni et ont été reconditionnées pour le marché de la vidéo domestique. Le film est devenu un succès instantané. Selon le magazine Time, il a suscité un débat, avec une intensité inégalée pour un film amateur. Depuis le film de Zapruder, qui est la bande où l'on voit l'assassinat de Kennedy. Pendant 10 ans, le film a été analysé en profondeur, générant les interprétations les plus extravagantes. Ceux qui ne pouvaient pas accepter que ce qu'on voyait là était un extraterrestre, par exemple, étaient convaincus que sur la civière, on voyait une femme avec de graves déformations. Des scientifiques du monde entier formulaient des hypothèses sur les implications de ce qu'on voyait. Jusqu'au 4 avril 2006, Santilli a reconnu la fraude. Dans un documentaire sur Roswell, il a avoué que les images avaient été tournées sur un plateau construit dans un salon à Londres. Les corps extraterrestres étaient des moules creux en plâtre remplis de viscères, de cervelles de mouton et de confitures de framboises. Après le tournage, l'équipe s'en est débarrassée en les découpant en petits morceaux et en les jetant dans des poubelles partout dans Londres. Santilli affirme non seulement avoir créé la première fake news virale, mais il maintient également cette revendication aujourd'hui. Tout ce que l'on voit dans la vidéo de l'autopsie est faux. Selon l'homme, il a créé cette vidéo en recréant une bande réelle que quelqu'un lui avait montrée auparavant. Une bande qui aurait été perdue ou aurait été faite disparaître à cause de son contenu délicat. Est-ce que cela pourrait être vrai? Est-il vrai qu'il existe une séquence montrant une autopsie réelle d'un extraterrestre? Avec ce coup de grâce, il semblait que l'incident de Roswell pouvait enfin être classé sans preuve concrète. Plus rien ne pouvait surprendre ceux qui avaient suivi l'affaire depuis le début. Jusqu'en 2008, lorsqu'une prétendue infirmière a brisé le silence et a affirmé avoir parlé avec l'un des extraterrestres capturés. Pour en savoir plus sur elle, parlons d'abord de Glenn Dennis. L'homme de la maison funéraire et l'infirmière Glenn Dennis était un employé de la maison funéraire de Roswell. Selon son témoignage, en 1947, il a reçu la commande de la part de l'armée des États-Unis de fabriquer de petits cercueils, comme ceux utilisés pour les enfants. Qu'autant de petits-enfants soient morts en même temps dans une région à la population si réduite était exceptionnel. Tout le monde en aurait parlé, mais ni Glenn ni personne entre Socorro, Corona et Roswell n'ont jamais entendu parler de ces décès. De toute façon, l'ordre venait de l'armée et Glenn a compris qu'il valait mieux se mettre au travail et ne pas poser de questions. Les choses sont devenues encore plus étranges quand, peu de temps après, ils l'ont recontacté, cette fois pour lui demander des informations. Concernant la façon de conserver un corps intact, sans utiliser de produits chimiques, Glenn a suggéré d'utiliser de la glace sèche dans un récipient hermétique et l'affaire en est restée là pendant peu de temps. Les tâches de Glenn, en tant qu'employé de la maison funéraire, ne se limitaient pas à gérer les décès et à préparer les funérailles. La région ne disposait pas de nombreux services spécifiques. C'est pourquoi d'autres activités incombaient souvent à Glenn Dennis. Par exemple, le transport des blessés et du personnel médical en cas d'accident faisait souvent partie de ses occupations. Et c'est alors qu'il transportait un pilote blessé vers la base de Roswell qu'il a vu un déploiement inhabituel près des hangars. Alors qu'il observait une infirmière qu'il connaissait, elle est sortie par une porte arrière de la base militaire et, avec une expression de terreur sur le visage, lui a demandé ce qu'il faisait là.
Avant que l'autre ne puisse lui répondre, et en pleine crise de panique, elle lui a lancé une phrase qui allait rester gravée en lui à jamais. La femme a dit, et je cite, « On m'a obligé à disséquer un extraterrestre. » Après cela, Glenn ne l'a jamais revu. Sa déclaration semblait isolée, jusqu'à la révélation de l'histoire de Matilda O'Donnell McElroy en 2008 comme mentionné. Matilda, âgée de 83 ans, a été interviewée par l'ufologue Lawrence Spencer. Mais qui était Matilda O'Donnell? En 1947, cette femme était sergent-major de la division médicale du corps féminin de l'armée. Et, selon ses dires, elle a été en contact direct avec les corps des entités biologiques extraterrestres récupérées à Roswell. Et ce n'est pas la partie la plus fascinante de son histoire, car Matilda a été en contact avec les corps, mais pas seulement avec les morts. Elle a pu voir et communiquer avec l'unique survivant extraterrestre de l'équipage après l'impact. Matilda a attendu la fin de sa vie pour relater son expérience. Selon Spencer, de nombreuses personnes ont été tuées de 1947 à nos jours pour garder secret ce qui s'est passé dans le désert. Ce furent 60 ans de silence que Matilda a décidé de rompre, car, selon ses propres mots, elle ne voulait pas emporter ce savoir dans la tombe. Sa décision de demander l'euthanasie était tout ce qui lui restait à faire, mais avant cela, elle devait révéler son secret. En juillet 1947, Matilda a été envoyée dans la zone d'impact d'un objet inconnu. En tant qu'infirmière qualifiée avec un grade militaire, elle y allait sans être préparée à ce qu'elle allait découvrir. Près du vaisseau écrasé, Matilda a aperçu 2 entités non humaines. Malgré sa paralysie, on lui a ordonné de s'occuper d'un des bébés. L'autre était manifestement déjà mort. Pendant qu'elle s'occupait de l'étrange créature, elle a vécu quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Une avalanche d'images dans sa tête, incohérentes, incompréhensibles, mais ce n'étaient pas des images produites par le choc. Ces images venaient de l'extérieur. L'être essayait de communiquer avec elle. Matilda a informé son supérieur de ce qui se passait. Devant la possibilité que l'infirmière puisse communiquer avec cet être, ses supérieurs n'ont pas hésité. Un instant, Matilda a été assignée comme accompagnatrice de la créature. Elle devait l'observer à tout moment et informer sans délai de tout ce que celui-ci lui communiquait, ainsi que de ses propres impressions personnelles. Matilda a été promue avec une importante augmentation de salaire. Dès lors, elle et l'être travaillaient sur le même projet militaire. Durant sa connexion avec l'alien, l'infirmière a fait plusieurs découvertes. Tout d'abord, l'être a dit être une femelle et son nom a été établi comme Earl, mais cela ne s'est pas produit immédiatement. Il a fallu un certain temps à l'être pour apprendre l'anglais, donc il ne pouvait pas transmettre de messages télépathiques que Matilda puisse interpréter avec précision. Ce n'est que plus tard que Earl a dit à Matilda que sa mission sur Terre était d'exploration et qu'elle-même était la pilote, et l'équivalent de ce qui serait sur Terre un ingénieur. Apparemment, une interférence des nouveaux radars à micro-ondes terrestres avait surpris le vaisseau, le rendant instable jusqu'à ce qu'il perde finalement le contrôle et s'écrase. Mais l'une des révélations les plus surprenantes qu'Earl confia à Matilda fut qu'elle n'était pas un être tel que nous le comprenons. Son corps était un hôte, une sorte de biorobot créé à partir de tissus synthétiques, c'est-à-dire un organisme simplifié au maximum qui pouvait être habité et animé par ceux de son espèce. Earl refusa de donner des informations sur sa planète d'origine ou sa langue. Il dit seulement que la sienne était une espèce très ancienne et puissante, dont le seul objectif était le progrès, un progrès qui était aussi très éloigné de notre conception. Lorsque Matilda a demandé à Earl depuis combien de temps il visitait la Terre, la créature a répondu que c'était bien avant l'apparition des humains. Le rôle de la Terre a également été minimisé par les informations qu'Earl a révélées. Selon lui, la Terre se trouvait dans un bras de la galaxie, très éloigné des civilisations les plus avancées et anciennes qui se concentraient au centre de la Voie lactée. C'est pourquoi la Terre avait été utilisée comme une sorte de jardin zoologique et botanique et aussi comme une prison. Selon Earl, il y a environ 30 000 ans, la Terre a commencé à être utilisée pour exiler des êtres extraterrestres considérés comme des criminels ou, pour mieux le comprendre, des dissidents de l'ordre établi de l'univers. Les refuges souterrains qui servaient de prison à ces êtres se trouveraient dans les montagnes Rwenzori en Afrique, dans les Pyrénées et dans les steppes de Mongolie. Mais les révélations et la présence même d'Earl ne dureraient pas longtemps. Sans avertissement préalable, le corps de l'extraterrestre cessa de fonctionner, Earl décida d'abandonner son hôte synthétique et la communication prit fin pour toujours. Quelles preuves existaient pour étayer le témoignage de Matilda? Aucune.
On peut choisir de la croire ou de la prendre pour une menteuse ou une délirante, même si pas aussi délirante que la journaliste Annie Jacobsen, qui en 2011 a publié un livre intitulé La Zone 51. Une histoire sans censure de la base militaire ultra secrète des États-Unis. Là-bas, l'auteur a présenté de prétendus documents affirmant que le médecin nazi Joseph Mengele avait été recruté par le dirigeant soviétique Joseph Staline pour produire des aviateurs grotesques de la taille d'un enfant. Pour provoquer l'hystérie, Jacobsen a été accusé d'écrire un livre sans utiliser de sources concrètes et de mélanger pure fiction et données à peine corroborées. Aujourd'hui, certains tentent de sauver son nom de l'oubli. Donc, les extraterrestres ne seraient en fait que des personnes génétiquement modifiées par l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire. Que s'est-il réellement passé à Roswell? Il existe une théorie largement répandue aujourd'hui qui affirme qu'il est même probable que Roswell n'ait jamais existé en tant que tel. Certains chercheurs sont convaincus que l'histoire de Roswell est en réalité un plagiat d'une autre histoire qui se serait produite presque en même temps. Des cas qui ont inspiré Roswell. Il y a un événement beaucoup moins connu que l'affaire de Roswell. On l'a baptisé l'événement de la soucoupe écrasée à Aztec, au Mexique, et il a eu lieu en 1948. Il a lui-même obtenu une large exposition lorsque les escrocs derrière lui ont convaincu le chroniqueur de Variety, Frank Scully, de couvrir son accident fictif. La narration de la supercherie incluait de petits corps humanoïdes gris, un métal plus résistant que tout autre trouvé sur Terre, une écriture indéchiffrable et une dissimulation gouvernementale pour éviter la panique du public. Ces éléments sont apparus dans les versions ultérieures du mythe de Roswell. C'est pourquoi beaucoup le considèrent non seulement comme un précurseur, mais aussi comme une possible source d'erreur. Avec le temps, les deux cas se seraient confondus, menant à ce que nous connaissons aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, l'affaire Roswell continue d'attirer l'imagination des plus curieux. Les principaux témoins sont morts, ou sur le point de l'être, laissant présager une fin d'histoire plus nébuleuse que limpide, malgré ses nombreux rebondissements. De nombreux rapports rédigés au fil des années ont été tellement discrédités qu'ils commencent à se perdre. Il s'agit de bandes et d'entretiens très difficiles à récupérer. C'est comme si une main invisible effaçait à nouveau tout ce que nous savons, jusqu'à nous ramener à zéro. L'immense bond qu'a fait notre technologie depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui est pour beaucoup très difficile à expliquer, sans qu'il y ait eu de raccourci. Un événement fortuit qui nous a fait avancer de nombreux pas, bien au-delà de l'endroit où la logique de notre évolution technologique indique que nous devrions être. Avant Roswell, notre vision des vaisseaux et extraterrestres était caricaturale. Cela a ensuite radicalement changé. Mais le monde a aussi changé, et c'est pourquoi Roswell reste le reflet d'une époque chaotique et pleine de bizarreries. Le projet Mogul a donné naissance au projet Moby Dick, qui impliquait le survol et la surveillance photographique de l'Union soviétique au début des années 50. Ce dernier programme a provoqué les protestations des Soviétiques. En 1991, Clint Dennis, l'homme des pompes funèbres, a ouvert un musée OVNI à Roswell, où se tiennent aujourd'hui des festivals et des conventions. Environ 90 000 touristes visitent Roswell chaque année et mangent dans leur McDonald's particulier, en forme de soucoupe volante. Le 11 avril 2011, le FBI a déclassifié plusieurs documents. Dans l'un d'eux, l'agent Paul Ryan du FBI a indiqué qu'un agent résident de Roswell lui avait dit qu'un ou plusieurs soucoupes volantes avaient explosé et s'étaient dispersées sur une vaste zone à Roswell, Nouveau-Mexique. Le témoignage a été qualifié d'invérifiable, mais il a laissé ouverte une dernière porte, une dernière possibilité que peut-être quelque chose d'inhabituel se soit réellement produit dans ce désert. En juin 2020, Donald Trump a été interrogé pour savoir s'il envisagerait de publier plus d'informations sur l'incident de Roswell. Sa réponse a été, et je cite, « Non, je vous parlerai de tout ce qui concerne cela, mais c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que ce sera vrai? Y a-t-il d'autres choses à révéler? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en 1947? Des extraterrestres? Des expériences secrètes? Staline? Qui étaient les responsables de cette affaire et pourquoi la situation a-t-elle tant empiré? Le contexte en était-il la seule raison? Était-ce un enchevêtrement qui n'a pu exister que par la connexion fortuite de certains éléments? Était-ce simplement de l'opportunisme de la part de ceux qui souhaitaient divertir le public? Ceux qui continuent d'affirmer que Roswell est la preuve que l'humanité traite depuis des années avec une technologie et des corps extraterrestres. Ils pensent que la prolifération de théories de plus en plus bizarres ne fait que répondre à une campagne visant à empêcher quiconque de prendre ce sujet au sérieux. Ils pensent que Roswell est constamment transformé en une histoire ridicule afin qu'il entre dans l'histoire comme une blague.
Apparemment, il y a des gens très intéressés à ce que la vérité sur ce qui s'est passé à Roswell reste ensevelie sous la poussière de sa chute. Le grand problème, c'est que vous et moi en savons déjà trop.